On va parler de bien-être et d'alimentation et avec les intervenants qui arrivent, on va évoquer, ce que l'on peut faire localement sur un village, sans s'embêter sur des questions d'attribution de compétences institutionnelles. Enfin, on a une idée, on a une envie, on se met autour de la table, voire même de la table à manger, et on invente quelque chose de tout à fait nouveau et étonnant. Et puis, on fera un point avec le docteur Nadia Rachedi sur la question de la santé mentale des jeunes, qui a été fortement impactée, on le sait, par la crise sanitaire. Donc, bon, vous m'avez l'air en pleine forme, vous avez bien mangé, vous êtes vous avez l'air plutôt des garçons équilibrés, donc mais on va quand même parler de tout ça parce que tout le monde n'est pas comme vous. Donc j'invite tout de suite le docteur Nadia Rachedi à me rejoindre sur scène, ainsi que Suzelle Presto, directrice des services départementaux de l'éducation nationale, Emmanuel Courmer, directeur de l'école de Villebray, et Christine Bessèges, adjointe à la mairie de Villebray. Voilà. Par ici. On est côté canapé. Restez là, gardez les micros. Installez-vous. Non, restez. Oh ouais, restez en place parce que sinon on va pas. Donc, ouais, parce qu'au début vous étiez trois avec Victoria, donc je pouvais pas mettre tout le monde. Voilà. Mais je vais faire le lien. Je ne manquerai pas de vous solliciter tous les deux. Merci à tous les quatre d'être avec nous. On commence tout de suite sur cette question effectivement de la santé mentale des jeunes. Santé des jeunes, on a vu dans le documentaire hier de Jean-Charles Doria qu'il y avait des choses autour des addictions notamment qui étaient problématiques, peut-être aussi autour des réseaux sociaux, est-ce que ça peut impacter. Donc voilà, on aimerait avec vous, docteur Nadia Rachedi, donc vous êtes gynéco-obstétricienne territoriale, experte responsable de l'Observatoire jeunesse du département de l'Hérault. Donc, faire un point avec vous sur dans quel état la jeunesse est sur le plan du bien-être physique et mental, mais peut-être un peu plus mental. Est-ce que j'ai mon diaporama ou Alors, pas? c'est une bonne Oh, c'est question. top. Il suffisait de demander finalement. Ça marche. Alors d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que sur un délai très contraint, je vais prendre de temps en temps des raccourcis qui vont vous paraître très schématiques, voire caricaturaux. Et ça, franchement, je vous en remercie, enfin, je vous remercie de m'excuser par avance. Alors, préambule, 4 principes qui me semblent importants de repartager aujourd'hui, c'est d'être lucide sur la nature transitoire des théories scientifiques, hein, qui sont subjectives par essence et il faut être prêt à les abandonner. Les sujets sont jamais épuisés, ils sont soumis à votre réflexion, à notre réflexion. Le fait qu'il n'y a pas d'exhaustivité compte tenu du temps, mais aussi que pour les jeunes, en termes de santé mentale, les données sont quand même plutôt lacunaires et on ne connaît pas aujourd'hui les effets à long terme, en particulier de la crise Covid. Et puis, un principe de dialogue, évidemment, d'écoute et de regard partagé. Alors, ce qui me semble aussi important, c'est à chaque fois que je vais égrener une diapo, c'est que nous pensions collectivement ensemble, quel est le lien entre nos politiques jeunesse et la santé mentale des jeunes, et ne jamais oublier la toile de fond qui est le numérique. Et je rappelle quand même qu'en 2002, il y a 20 ans, Internet était un média émergent, qu'il n'était pas régulé par une commission comme l'audiovisuel, la publicité, le cinéma ou les vidéos, mais par une instance loi de 1901 qui n'avait aucun pouvoir. C'est pas neutre. Alors, diapo suivante. Alors, quel est l'impact de nos politiques jeunesse sur la santé mentale des jeunes? Il y a un terme qui est revenu, hein, c'est le flou, c'est gazeux. On ne sait pas trop. Est-ce que nos politiques jeunesse ont implicitement comme objectif le bien-être des jeunes et implicitement, on a envie d'améliorer la santé mentale des jeunes. Ça, je ne sais pas si c'est un vrai choix ou si c'est un angle de communication qu'on n'a pas choisi. Par contre, est-ce que la santé des jeunes est une lecture médicale? Oui, clairement, oui. Et ce qu'on a vu, nous, dans la crise Covid, c'est l'essor de la e-santé, et en particulier de la téléconsultation. Diapo suivante. Alors, s'il y a peut-être une leçon à tirer de la crise Covid, c'est qu'il n'y a pas de stratégie nationale jeunesse et qu'on a fait de la cavalerie. Et le fond, c'est quoi? C'est que
les déterminants de la santé des jeunes, c'est finalement des déterminants sociaux. Mes conditions de naissance, mes conditions de vie, mes revenus, les lieux où j'habite, mon accès à Internet, à la culture, à l'éducation, au sport, aux loisirs, etc. Mes conditions de scolarité, mes conditions de travail. Tout ça a été parfaitement mis en visibilité lors de la Covid. Est-ce que nos politiques jeunesse, sur quels déterminants sociaux nos politiques jeunesse interviennent? Est-ce que nous posons la question? Qu'est-ce qu'on améliore en termes de déterminants sociaux? Reste qu'il y a 3 populations qui ont été particulièrement fragilisées pendant ce Covid, les femmes, les jeunes et les enfants. Et ça, ça ne nous a pas du tout étonnés, puisqu'il y a 3 périodes de vie qui sont particulièrement vulnérables. La vie intra-utérine qui impacte les femmes enceintes, l'enfance jusqu'à 2 ans, c'est pour ça qu'il y a surtout parce qu'il y a la stratégie nationale des 1000 premiers jours, et l'adolescence. Et pourquoi? Parce que c'est un triple chantier physique, psychique et social. Nouveaux organes, nouvelles fonctions, nouveaux pouvoirs, et ce, sur un laps de temps extrêmement court. Donc, effectivement, comme ils sont déjà vulnérables par essence, eh ben, le stress Covid a rajouté un stress supplémentaire. Et on a quand même, il faut raisonnablement penser que le numérique nous a aidé à rendre plus supportable cette période, puisque ça a quand même maintenu des liens, même si effectivement on n'est pas égaux face à la qualité du lien qui a été maintenu. Diapo suivante. Alors, s'il y a 3 dates références nationales à retenir, j'en ai retenu 3 sur les 20 ans, 2002, 2016 et 2020, nationales. La première, c'est la loi du 4 mars 2002 de Kouchner, parce que elle installe la démocratie sanitaire, c'est-à-dire le droit à la santé, y compris pour le mineur. Et donc, on voit bien qu'on organise l'autonomie des individus, et qui est renforcée par des outils connectés et mobiles. Est-ce que finalement, l'organisation de droit autour de l'individu, quel impact ça a sur la puissance des parents et quel impact ça a sur la cohésion du groupe familial? Est-ce qu'on se pose la question? 6 ans après, il y a un concept qui est né, qui s'appelle One Health, qui est bien porté par Éric Muraille, biologiste et immunologiste belge. Et lui, ce qu'il porte, ce concept-là, c'est de dire qu'on est tous interconnectés. On emprunte au langage du numérique. Santé humaine, santé animale, santé environnementale. Et finalement, que l'immunité sociale ne se gagne pas en créant forcément de l'autonomie dans le sens égoïsme. Peut-être qu'il faut émanciper, oui, mais attention au terme autonomie où chacun construit sa propre loi. Et l'idée, c'est la question qu'on peut se poser en termes de politique jeunesse. Est-ce que nos politiques jeunesse contribuent à créer de l'égoïsme ou est-ce qu'elle contribue à créer du groupe? Donc, est-ce que là, on voit bien qu'on a gagné en termes de progrès scientifique avec les neurosciences, en progrès technique avec Internet, mais est-ce qu'on a gagné en termes de progrès humain, c'est-à-dire un système commun de valeurs? Diapo suivante, pardon. Deuxième référence nationale en termes de date, la loi 2016, je vais passer vite, c'est la loi de modernisation du système de santé. Et finalement, si on devait retenir une chose, c'est qu'elle installe le médecin traitant, le médecin généraliste, comme clé d'entrée dans le système de santé. C'est pas neutre, c'est le secteur libéral. Rappelez-vous, on a quand même un maillage public d'écoles, de collèges, de lycées. Et pourquoi on n'a pas un maillage de centres de santé publics en ville? C'est pas neutre d'un point de vue accès aux soins et à la santé. Au Congrès national des centres de santé, on rappelait ces quelques chiffres que je partage avec vous. C'est que en France, il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas accès aux médecins traitants, dont 700 000 ont une affection de longue durée. Ça fait 11% de la population. Et 22% d'entre nous habitons dans un désert médical. C'est pas neutre en termes d'accès à la santé et aux soins, qui est normalement un levier. Et là, la e-santé peut apporter des choses, sans doute. Et puis, c'est l'installation du COJ, 2016, le Conseil d'orientation des politiques de la jeunesse, mais est-ce que véritablement les politiques publiques territoriales ont eu la voix au chapitre? Est-ce que nous, en tant qu'acteurs jeunesse, on a eu voix au chapitre? Et comment on s'est saisi des rapports du COJ? Le dernier rapport du COJ, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ne fait pas référence à la famille du jeune. Troisième crise sanitaire 2020, elle bouscule tout, elle crée la e-santé,
Et finalement, là aussi, je vais aller très vite, elle dit une chose, c'est: est-ce que le temps n'est pas venu de mettre en place une architecture, des outils, une gouvernance et une organisation avec une vraie politique nationale jeunesse. Diapo suivante. Diapo suivante, pardon. Alors, au niveau de connaissances, aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les jeunes sont exposés à un apprentissage implicite et peut-être qui est dominant via les outils connectés, mais aussi en regardant les adultes utiliser les outils numériques. Donc ça, c'est pas neutre. Et puis, rappelons-nous que le législateur, lui, il tient compte de connaissances et il dit que, attention, il faut protéger, il faut agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et tous les adultes doivent le faire, en premier lieu, les parents. Et il y a un âge pivot, c'est 15 ans. À 15 ans, on ne reconnaît pas d'un point de vue neuroscientifique la faculté de discernement du jeune. Et nous sommes le cortex cérébral des jeunes. Nous les aidons à réfléchir, à penser avec un A et un E, parce qu'ils sont submergés par leurs émotions, qui ne savent ni penser, ni avec un A et un E. C'est un peu compliqué ce que je dis, et je sais que ça va sans doute faire réagir. C'est un petit peu tordu, je vais pas vous mentir. Mais tu vas voir, Rémi, on va s'y retrouver. Mais peut-être en aparté. Hein. Mais c'est pas tordu, c'est neuroscientifique. Je suis désolée, et neurosciences, c'est peut-être tordu par essence. Hein. C'est flou comme vos politiques jeunesse en ce moment. En tous les cas, voilà, en tout cas, clairement, ils sont pétris d'émotions, ils sont généreux, ils ont l'esprit libre. On le voit là. Hein. Mais en l'occurrence, la loi doit les protéger. Et avant les années collège, c'est des années où ils sont particulièrement vulnérables. L'âge de l'autonomie cognitive, c'est 25 ans d'un point de vue neuroscientifique. Vous voyez les images, hein, le noir, c'est pas encore fonctionnel, et plus on avance vers le bleu, plus on devient, notre cerveau de raisonnement devient fonctionnel. Diapo suivante. Alors, en termes de dispositifs publics médico-sociaux, je n'ai pas parlé de jeunesse, parce que vous avez vu que la politique jeunesse, finalement, elle est floue, elle est dispersée, elle est sur la base de volontarisme. On repère 3 périodes. L'après-guerre militaire de 1945, il y a une vision, et on crée des services vraiment porteurs. Le service départemental de PMI, protection maternelle et infantile, le service santé scolaire, le service santé universitaire, le service de santé au travail. On a une vision linéaire, le chômage n'est pas un sujet. Et puis ensuite, à la fin des années 90, politiquement, c'est la décentralisation avec l'installation des départements qui sont des collectivités territoriales. Il y a la politique de la ville, il y a la loi chevaunementiste qui dit qu'il y a une classe d'âge qui doit arriver, 80% d'une classe d'âge doit arriver au bac. Et puis finalement, là, et puis médicalement, c'est l'épidémie de sida. Socialement, c'est un chômage de masse qui s'installe, qui humilie, qui rejette, qui crée de l'abandon. Et surtout, il y a des jeunes, il y a des générations de jeunes qui ont vu leurs parents en inactivité. Ils n'ont pas vu ça, c'est pas neutre non plus. Hein. Et donc là, un problème égale un dispositif. On est en mode réaction et à côté des services porteurs qui s'affaiblissent. La troisième, là, c'est la troisième. Le troisième volet après 2022. Et là, on est de nouveau a priori dans une vision avec l'installation depuis le 8 septembre dernier du Conseil national de la refondation. Là, peut-être, nous, en tant qu'acteurs jeunesse, on pourrait se réunir, avoir une instance où on pourrait nous proposer quelque chose. Hein. En tout cas, c'est une plateforme qui est ouverte. Diapo suivante. Donc, vers le futur, est-ce qu'on va vers un service santé en faveur des jeunes encore, comme la PMI, avec les femmes enceintes, les enfants, un public de rêve, des jeunes, vous voyez, qui escaladent la marche entre CM2 et CM6e, ils rentrent dans un tunnel, il a été vraiment un peu trop vite, là, ils rentrent dans un tunnel, là, il est considéré comme une problématique casse-tête, et puis on a une vision négative des jeunes, et à la sortie, il doit être engagé, il doit avoir une autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire matérielle, et on ne pense pas trop à l'autonomie affective et cognitive. Et puis là, vous avez en dessous, je rappelle quand même les bilans aux âges clés,
c'est peut-être pas connu, dans le droit commun, réalisé par les équipes PMI et santé scolaire et la PMI par rapport aux enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et peut-être que les départements, eux, peuvent proposer un pacte de politique avec les infrastructures, avec la restauration scolaire, avec les médiathèques, avec les activités culturelles, sportives, loisirs, et évidemment les centres de santé sexuelle également. Diapo suivante. On va passer vite, ça c'est voilà. Ce que nous pourrions retenir, c'est notre système est inorganisé, inorganisable. Il est inorganisé, mais organisable. En tout cas, il faut le réorganiser ou l'organiser. On est peut-être dans une phase exploratoire. Et Benjamin Franklin donne la route. Hein. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Diapo suivante. En guise de conclusion, alors on va passer, ça les sources que j'ai utilisées, les principales. Diapo suivante. Et puis on va arriver à la phrase de conclusion d'un géo, George Orwell, qui peut peut-être amener 3 touches, une touche d'humanité, une touche d'humilité et peut-être une touche d'humour. 3 Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Nadia Rachedi. Je reviens vers Iban et Rémi. Comment vous avez on a parlé effectivement de cette manière d'organiser un système qui prenne enfin en compte aussi le bien-être mental, enfin, en tout cas de s'organiser, c'est bien ce qu'on retient pour prendre en compte cette question de la santé mentale et du bien-être. Comment vous avez traversé finalement cette période de Covid où on dit que effectivement ça a été extrêmement compliqué? Est-ce que vous avez vu vous-même ressenti des formes de mal-être ou vu autour de vous des copains, des copines qui ont flanché? Comment ça a été et puis comment les gens ont réagi autour? Qui a réagi? Bah, je pense que ça dépend vraiment des personnes et de l'environnement qu'ils avaient aussi pour leur confinement. Parce que moi, j'avais de la chance, j'avais du terrain, je pouvais sortir, m'amuser, me défouler. Mais c'était pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et du coup, il y en a qui sont pas mal refermés sur eux-mêmes, sur les réseaux sociaux et sur leurs risques aussi. Mais ça, c'est pour l'autre table ronde. Et du coup, enfin, c'est principalement les proches, je dirais, qui s'en rendent compte. Ouais, Mais après aussi, les professeurs, ils se sont rendus peu compte pas mal quand même que certains, ça les avait bien travaillé, quoi. d'accord, donc c'est au niveau des adultes, c'est plutôt les parents et les enseignants qui ont constaté les choses. Mais vous-même, est-ce que vous avez déployé des stratégies un peu pour garder du lien avec les copains? Comment ça s'est passé pour toi, Iban? Moi, j'avais observé quand même que j'avais des amis qui étaient dans des appartements, qui étaient dans des appartements qui étaient vraiment petits et Ouais, qui étaient en ville. Ils avaient pas l'occasion beaucoup de sortir et du coup, vraiment, au bout d'un moment, eux, ils étaient tout le temps enfermés. Ils étaient 3, 4, 5 dans un appartement quand, c'était des familles, plus ou moins nombreuses mmh. et quand ils sortaient, bah, vraiment, ça faisait du bien déjà à la famille puisque être 5 dans un appartement, c'est pas simple tous les jours, que ça soit pour les autres ou pour, mes amis. Donc, vraiment, on essayait, ben, de s'organiser des sorties au maximum pour, garder quand même un lien et pour pouvoir, bah, profiter dehors parce que c'est quand même quelque chose d'important aussi. Et est-ce que ces copains-là, ils échangeaient avec toi et t'envoyaient des SMS ou des messages Ouais, sur les réseaux pour dire: «Putain, j'en ai trop marre, ouais, bien sûr. je suis à ça de péter les plombs». Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Ouais, il fallait Ben, que ça sorte, quoi. ouais, on a toujours gardé un lien, j'ai toujours gardé un lien avec Et tu leur ces disais copains. quoi, toi, pour les aider, pour les soutenir? Ouais, on se racontait nos journées, on se disait qu'il y avait pire, enfin voilà, plein de choses. Ouais, vous encouragiez, quoi. On refaisait le monde, ouais. Rémi? Après, moi, j'aimerais un petit peu compléter parce que moi, j'étais en 6e et j'étais un des rares à pas avoir de téléphone à cette période-là. Ouais. Donc j'ai un peu vécu en utopie pendant 3 mois, mais du coup, bah, ça fait un peu travailler l'imagination. À des moments, il y a quelques plombs qui pètent, mais il y a personne pour voir, donc c'est pas grave. Et puis après, ça va, mais enfin, c'est intéressant, mais c'est un peu dommage aussi que ça soit qu'à partir du Covid qu'on s'intéresse à la santé mentale des jeunes, alors que ça fait depuis un bon moment que je pense qu'on devrait s'y intéresser, que ce soit avec les troubles du comportement alimentaire ou d'autres choses, l'automutilation, auxquelles on est de plus en plus confrontés malheureusement. Merci Rémi, merci Rémi. On n'a pas répété parce que tu me donnes une transition parfaite. Troubles du comportement alimentaire. On va parler d'alimentation et de bien-être justement avec donc Suzelle Presto, Christine Bessèges et Emmanuel Courmer pour parler de la Villebray Experiment, hein, l'expérience de Villebray. Qui commence? Je pense peut-être Emmanuel comme vous étiez à l'initiative de cette démarche-là. Ce qu'on veut bien montrer, c'est effectivement ce qui peut se passer comme mayonnaise qui prend super bien entre un enseignant en école primaire,
une mairie et les services de l'éducation nationale. Les belles histoires, ça fait plaisir aussi. Voilà. Donc, Emmanuel, c'est à vous. Oui, pareil. Est-ce que je pourrais projeter mon diaporama? Merci. Bonjour. Vous pouvez passer directement à la diapo suivante. Donc en fait, nous, je vais vous raconter une histoire de patates et de pâtes aux pommes de terre. Ça va nous détendre, mais vous verrez que c'est tout à fait dans le sujet, malgré le fait que ça soit un peu étonnant. Alors, la recette que je vais vous proposer, vous prenez une municipalité, une municipalité qui décide avec les enseignants et puis le périscolaire d'installer un petit champ de patates, comme disaient les enfants de mon école, sur le site de l'école et dont la récolte sera assurée par l'ensemble de la communauté éducative, à savoir les enfants, les parents, les enseignants, les animatrices, etc. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Vous y ajoutez des ateliers culinaires avec les pommes de terre récoltées, c'est-à-dire une manière un moment où on va confectionner le fameux pâté aux pommes de terre emblématique de l'Allier. Donc, atelier culinaire orchestré par les enseignants, mais dont les acteurs principaux sont les enfants, accompagnés là aussi, et c'est important pour nous, par les parents et les grands-parents, dans l'école et sur le temps périscolaire. Vous y ajoutez également des ateliers où l'on va élaborer du jus de pomme avec les enfants, avec un pressoir mobile, en se servant de pommes issues de l'agriculture biologique, mais provenant des vergers locaux, y compris du verger implanté sur le verger de l'école. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Et vous obtiendrez 2 résultats, en fait. Évidemment, le premier résultat, vous obtiendrez des fameux pâtés aux pommes de terre, que j'espère que vous avez tous goûté, ceux qui ne sont pas du département, et du jus de pomme que vous dégusterez avec l'ensemble de la communauté éducative un vendredi soir après la classe. Mais vous obtiendrez aussi un deuxième résultat, c'est-à-dire un projet promoteur de santé qui s'articule pour nous autour de 2 dimensions essentielles. Autour de 2 axes essentiels. Le premier axe, c'est-à-dire d'essayer de réaliser un projet de santé multidimensionnel. En l'occurrence, dans ce projet-là, il était question d'intégrer la dimension évidemment nutritionnelle de l'alimentation. C'est celle qui vient tout de suite à l'esprit. Savoir manger, savoir bien manger pour prendre soin de son corps. Mais d'autres dimensions étaient importantes d'incorporer à ce projet. Il y avait la dimension émotionnelle et sensorielle, c'est-à-dire donner la possibilité aux enfants de connaître, de reconnaître leurs sensations par rapport à l'alimentation, de nommer leurs émotions par rapport à l'alimentation, d'aller vers une dimension du plaisir, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on obtient plus de résultats en matière de santé en associant l'alimentation au plaisir que d'associer l'alimentation à la santé. Autre dimension qu'on a voulu incorporer au projet, c'est la dimension sociale. Je m'y retrouve. Dimension sociale, c'est-à-dire on sait que l'alimentation est créatrice de liens sociaux. Pour nous, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que ça nous a offert un support pour travailler sur la différence de goût. Ça allait aller à l'encontre de l'altérité, mais aussi parler de soi. Parler de ses goûts, c'est parler de ses préférences et c'est aller vers une forme d'affirmation de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un sujet, un terrain pratique d'exercice de ses compétences psychosociales. Quatrième dimension qu'on voulait prendre en compte dans le projet, c'était la dimension patrimoniale et culturelle. On sait que l'alimentation, c'est un patrimoine vivant. Elle est faite d'une culture, une culture de partage et d'échange. Et le fait d'organiser une soirée où l'on va partager ce qui a été réalisé par les enfants à l'école et sur le temps périscolaire, ça va être l'occasion justement de créer ce moment de partage et d'échange avec la communauté éducative. Dernière dimension qu'on voulait prendre en compte, et on en a un petit peu parlé avec l'aspect multidimensionnel tout à l'heure de la santé, c'était de prendre en compte la dimension environnementale, s'inscrire dans les objectifs de développement durable. Ça s'y prête puisque en fait, on discute des déchets alimentaires. Devenir des déchets alimentaires,
On a un terrain d'exercice sur l'école puisqu'on a un potager avec avec le système de compostage qui va bien. On discute de l'embouteillage, du conditionnement du jus de pomme, la bouteille en verre avec les enfants pour aborder ces questions de développement durable. Mais c'est aussi, quand on pense dimension environnementale, c'est aussi reconnecter les enfants parce que même si nous sommes en périurbanité, c'est pas évident pour tous les enfants, c'est reconnecter les enfants avec leur environnement proche, leur permettre de mettre les mains dans la terre, leur permettre de toucher le sol et leur permettre de sentir les produits qui viennent directement de la terre qui les entoure. Donc, un projet multidimensionnel, mais surtout, vous pouvez passer à la diapo suivante, un projet qui, là, si je me suis un peu attardé sur cet aspect multidimensionnel qui fait partie des données probantes en santé pour aborder des sujets de santé, on ne peut, vu l'ensemble des dimensions que je viens de citer, on ne peut pas aborder seul un tel projet de santé si l'on veut en faire un projet multidimensionnel. On est obligé de travailler en partenariat. Et c'est ce qu'on essaie de développer dans notre approche territoriale de la santé, j'allais dire même maintenant sur le territoire de Villebray, parce que vous allez voir que c'est un peu au-delà de la commune. C'est-à-dire un projet qui implique vraiment l'ensemble des parties prenantes de la communauté éducative, la municipalité, j'en ai beaucoup parlé, le service du périscolaire. J'ai pas cité le personnel de cantine qui était impliqué aussi dans le projet, les familles au sens large, et quand on parle de famille, les parents, les grands-parents, mais les enfants, on inclut bien les enfants, l'amicale laïque et l'association locale, le centre social rural du territoire est impliqué, les enseignants qui s'appuient sur une dynamique qu'il faut souligner, sur une dynamique forte, à la fois de la direction départementale de l'éducation nationale, reliée par la circonscription locale. Donc c'est cet éclairage-là, enfin c'est cet exemple-là qu'on voulait vous proposer pour montrer que en fait, on ne se pose pas la question qui doit faire quoi. En fait, on part d'un projet local de besoin et on fédère les énergies, on fédère les acteurs et ça peut marcher, j'allais dire, à faible coût financier finalement. Madame l'adjointe confirmera. Et en fait, c'est effectivement, et c'est valorisant, j'allais dire, pour tout le monde. Merci Emmanuel Courmer. Effectivement, pour une initiative, on peut l'applaudir. Donc cette initiative, vous la portez, vous la concevez, vous la co-construisez avec la mairie, avec Philippe Glomo et Christine Bessège, donc qui est sa première adjointe. Qu'est-ce qui fait que vous embrayez, que vous vous dites oui, c'est une bonne idée, on va faire avec lui, on va faire ce que vous auriez pu rester dans votre posture de bon bah nous on gère l'école, on gère la cantoche et puis y a basta. Je pense que c'est ce qu'on a abordé plusieurs fois, c'est la communication, les échanges, comprendre les structures, l'école, qu'attendons de l'école, qu'attendons d'une municipalité, des différents partenaires sociaux, des associations. Et je pense qu'à Villebray, au fil du temps, parce que ça ne s'est pas construit en une journée, on a réussi à trouver un fil conducteur, un fil rouge, Ouais. pour aller vers des mêmes objectifs. Et comme disait Emmanuel, ce n'est pas une appropriation d'un projet par un seul partenaire, mais c'est bien un objectif collectif. Voilà. Effectivement aussi, on s'aperçoit que quand on échange suffisamment longtemps à l'avance sur les projets, que l'on peut arriver à une construction d'une réalisation de ce projet à des coûts raisonnables parce que tout est construit dans l'avenir. Et on tient compte également des calendriers de chacun et des obligations un petit peu structurelles de chaque équipe. Et là, l'idée, effectivement, on parlait d'un objectif commun, c'était le bien-être des enfants. Vous préparez le bien-être des jeunes en passant par l'alimentation et l'ensemble des dimensions, notamment environnementales, que vous avez soulignées. C'est ça l'objectif que vous avez partagé, parce que le projet a commencé quand? Cette démarche, elle a été initiée quand? Alors, il y a eu des choses tout à fait toutes petites, il y a déjà 2-3 ans, qui étaient par exemple l'identification, d'un exemple tout bête, des gâteaux anniversaires. Oui. Donc, on a commencé de parler de la question alimentaire à ce niveau-là. La municipalité avait aussi abordé le sujet des repas collectifs avec la mise en place de menus plus diététiques. Et ces constructions-là qui ont fait que l'on a pu découvrir qu'on était capable de travailler ensemble, de se projeter pour le bien-être de l'enfant et amener petit à petit à une explosion plus importante de partenariats et d'objectifs par rapport à l'enfant.
En fait, le fil rouge, effectivement, là on parle d'alimentation et il y avait aussi un aspect de cohérence. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où les uns les autres, on avait besoin de cohérence. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'on avait des pratiques différentes et qu'en fait l'enfant, on parlait tout à l'heure qu'il y a moi je partage effectivement le point de vue, mais c'est compliqué de mettre des barrières 12 ans, 16 ans, y compris pour l'enfant. L'enfant, quand il arrive sur un territoire donné, qui est les territoires de son école, qu'il passe du temps scolaire au temps périscolaire, il repasse en temps scolaire périscolaire, pour lui, il est à l'école. Donc, à un moment donné, on avait surtout besoin de se mettre de la cohérence dans nos actions, c'est-à-dire aussi bien sur le plan de l'alimentation, mais aussi bien sur le plan de l'approche réglementaire, de la prise en compte du bien-être des enfants. Donc, la construction de petits projets autour de thématiques données nous a permis maintenant d'élargir nos envies et d'aller vers des approches, par exemple, sur les compétences psychosociales, sur le bien-être de l'enfant dans sa journée globale. Et le fait de commencer à travailler sur des projets de santé, j'allais dire avec un périmètre précis, c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de se connaître et après de faire tomber les barrières. Et Voilà, pour c'est ça imaginer d'autres choses, effectivement. Pas de barrière. On sait que parfois, certaines administrations ont du mal avec l'expérimentation, ou vous expérimentez entre guillemets à vos risques et périls. Suzelle Presto, en tant que directrice des services départementaux de l'éducation nationale, vous n'avez rien empêché, au contraire. Ah, au contraire, au contraire. Alors, il y a, à travers cette expérience que j'ai soutenue et que je continue à soutenir et que je souhaite diffuser dans l'ensemble du territoire départemental, ce qu'il faut reconnaître, c'est quelques invariants de la conduite d'une politique publique en matière de santé. Déjà, peut-être se dire que la question de la santé, quand je parle du bien-être général d'un enfant, physique et psychique, la santé, c'est un objet partagé, où tout le monde peut contribuer à ce développement bienveillant. Il ne faut pas faire de la santé, dans cet esprit-là, une affaire de spécialistes. Il faut que ce soit un objet partagé par l'ensemble des personnes qui environnent qui accompagnent un enfant. Ça, c'est le premier élément. Considérer la santé dans toutes ces dimensions multidimensionnelles, justement. C'est-à-dire que là, on est rentré dans le sujet. C'est ce que dit Monsieur Courmer. On est rentré dans le sujet à partir de l'éducation à l'alimentation, et c'est un véritable sujet. Hein, mais à partir de là, on a tiré tous les fils du bien-être à l'école, y compris la question des compétences psychosociales qu'a évoqué Monsieur le directeur, la question de la lutte contre la sédentarité. On a un vrai sujet. 30 minutes d'activité par jour, c'est pas seulement un slogan, c'est une nécessité absolue. Il y a une enquête scientifique là qui est parue, qui compare le capital santé des enfants des années 70 et des enfants des années 2020. D'accord ? Le capital santé comparé présente une baisse de 20 à 25%. C'est énorme, énorme. D'accord ? Ça préexistait au Covid. Bien sûr, le Covid l'a augmenté. D'accord ? Principale cause, malbouffe, sédentarité. Ouais, malbouffe, sédentarité, suggestion aux addictions, et puis une exposition avec le numérique, qui fait que des chamailleries d'école peuvent se prolonger en dehors de l'école. Donc il y a tout ça derrière, voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, un enfant a sans doute un temps beaucoup plus intégré de sa vie. Auparavant, nous, on pouvait avoir un temps hors scolaire, un extrascolaire, un temps scolaire, un temps périscolaire. Là, dorénavant, le temps est beaucoup plus intégré, mais pour chacun d'entre nous dans la société, mais pour les jeunes en particulier, et il faut le prendre en compte. D'accord ? Donc, une vision très intégrée, une vision multidimensionnelle et un objet partagé. Et puis après, les conduites de l'action publique qui sont pour moi vraiment des invariants. Le premier élément, et Emmanuel l'a dit beaucoup, c'est la territorialisation de l'action. Je ne vais pas faire la même chose à Villebray, dans l'écosystème de Villebray, qu'à Vichy. Je ne vais pas faire la même chose à Vichy qu'à Tronget. D'accord ? Il faut partir de l'écosystème local. Okay ? Ensuite, il faut travailler ensemble
en intercatégoriel. Ça veut dire que quand on parle de santé à Villebray, mais je voudrais que ce soit le cas partout ailleurs, on est tous ensemble. Ça veut dire le prof à sa place de prof, comment il participe à la santé de l'enfant, l'agent communal dans sa position d'agent communal, comment il participe à la santé de l'enfant, l'animateur socioculturel, voilà, chacun d'entre nous, comment on participe. Donc l'intercatégoriel. Il y a un autre élément, c'est la question de la formation. La formation, ça va être absolument important. Alors, la formation initiale de l'ensemble des personnels, mais aussi la formation continue. Et moi, j'ai eu l'occasion de permettre à monsieur le directeur de partir pendant 1 an en formation. Et vous avez eu l'occasion à cette occasion d'obtenir, hein, je crois, un master en santé. Et donc, c'était un pari. C'est gagnant-gagnant. Mais ça veut dire que j'ai pris cette option-là. Voilà. Et puis, bien entendu, on ressort gagnant tous de ça. Et puis monsieur le directeur, je le sollicite suffisamment, voilà. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il faut travailler avec la recherche. D'accord ? C'est hyper important parce que ça nous guide, ça permet de nous, ça permet de nous guider, mais la recherche aussi prend beaucoup des informations du terrain. Et à ce titre-là, je voudrais dire que monsieur le président du conseil départemental et moi-même avons proposé d'être accompagnés par Franck Pison, du Oui. laboratoire de recherche de Clermont-Ferrand, Tout à fait. pour travailler sur comment les jeunes appréhendent les déterminants de la santé. Et à partir de là, on va travailler sur la capacité à agir de chacun dans cette santé. Voilà. Donc ça me paraît hyper important. Merci. Merci à vous, merci à tous les quatre. Peut-être un petit mot de la fin, Emmanuel? Oui, une petite précision. M'a demandé, c'est vrai qu'on l'a pas dit finalement, Villebray, c'est 1500 habitants. C'est une école de 125 enfants. Mais le fait de le dire, je vais rebondir, parce que les 2 jeunes qui sont là, pour moi, le montrent. Hein. On a un potentiel insoupçonné dans nos territoires. Insoupçonné. Moi, je suis pas de la région, je suis pas de l'Allier, mais je vous assure qu'on a un potentiel et des énergies qu'il suffit de rassembler pour faire des projets. Dans le prolongement, effectivement, c'est ce que disait le président Claude Riboulet hier, hein, c'est que dans le local rural, on considère le jeune comme une ressource, ça c'est clair et net. Hein. Et en revanche, dans l'urbain, le super urbain, évidemment, c'est une problématique et une somme de problématiques. Et c'est ça qui est différent. Et puis en plus, quand la ressource est rare, on se coordonne très facilement. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Et plus vous allez dans l'urbain où il y a plusieurs associations, plusieurs institutions qui là, il y a de la compétition. Et là, c'est hyper dur de travailler en réseau. Et ça, c'est vraiment, voilà. Et puis, je voulais rajouter quand même une chose, c'est que là, aujourd'hui, également, nous, en tant qu'acteurs santé, en termes de formation, la feuille de route nationale et stratégie nationale en santé mentale a mis en place une formation de premier secours en santé mentale, à l'instar du premier secours, des premiers gestes en secours. Et je crois qu'on a intérêt, nous, à nous former. Hein. Et donc, allons-y, parce que nous sommes les premiers recours en santé mentale, c'est-à-dire savoir écouter, parce que je vous rappelle, n'en déplaise aux jeunes, nous sommes leur cortex cérébral et nous les aidons à réfléchir. Et on est là pour ça. Merci beaucoup, on vous applaudit.